Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va faire la correction d'un exercice qui porte sur le conducteur. Exercice 1. Une sphère conductrice pleine A1, de centre O et de rayon R1, et de surface S1. Voilà la surface S1. Est portée au potentiel V1 positif. On isole A1 de charge Q1. Cette sphère est chargée d'une charge Q1. Puis on l'introduit dans une sphère conductrice A2 concentrique et creuse de rayon intérieur R2 et de rayon extérieur R2. Voilà le deuxième conducteur A2. A2 est initialement neutre, c'est-à-dire la charge totale du deuxième conducteur A2 égale 0. Et nul. On désigne par S2 la surface intérieure de ce conducteur et S3 la surface extérieure de A2. Question A. Quelle est la répartition de la charge portée par A2 sur les deux surfaces S2 et S3? Alors, initialement, d'abord, le conducteur A2 est neutre, c'est-à-dire la charge totale est nulle. Ici, on a une influence totale, puisque la surface S2 englobe totalement la surface S1. Alors ici, on a une influence totale. Donc, la charge de la surface S2 est moins Q1. D'accord? Et il faut savoir d'abord que la charge dans un conducteur est répartie juste sur la surface. Donc la charge Q1 sera répartie sur la surface S1, puisque cette sphère est un milieu conducteur. Donc la charge Q1 sera répartie juste sur la surface S1. Ici, la surface S2 sera chargée par moins Q1 par influence totale, puisque la charge de S1 c'est Q1. Donc la charge de S1 c'est Q1 et la charge de S2 c'est moins Q1. Donc la charge de S2 égale moins Q1. Et la charge de la surface extérieure c'est Q1. Puisque le deuxième conducteur A2 est initialement neutre. Cela veut dire que la charge totale est nulle. Donc, S2 se charge de moins Q1 et S3 se charge de Q1 pour que la somme soit nulle puisque la charge totale du deuxième conducteur est nulle. Et je passe à la deuxième question. Deuxième question, quels sont les potentiels V1 de A1 et V2 de A2? Donc, il faut savoir que le potentiel dans un conducteur reste constant, quel que soit le rayon petit r. Ici, V1 reste constant à travers cette sphère. De même pour le deuxième conducteur A2. Le potentiel ici reste constant, quel que soit le rayon. C'est-à-dire le potentiel ici, V, lorsque R égale R2, égale le potentiel V, lorsque petit r égale R3. Donc le potentiel ici reste constant à travers A2. Et pour calculer le potentiel V1 et V2, on doit d'abord calculer le champ électrique E ou un point M situé dans cette région. Donc on doit calculer le champ électrique E lorsque R est compris entre R1 et R2, ici. Pour calculer le potentiel dans cette région. Et
et vers la fin, on va en déduire le potentiel ici lorsque R égale R1 et le potentiel ici lorsque R égale R2. Alors, on va utiliser le théorème de Gauss. L'intégrale de E ds à travers une surface de Gauss fermée égale la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Et notre système possède une distribution sphérique, une symétrie sphérique. Le système a une symétrie sphérique. Donc le champ E est radial. Cela veut dire que le champ électrique E peut s'écrire de la manière suivante. ER fois UR. UR est un vecteur unitaire radial. Le voilà. Et l'amplitude ne dépend que de la variable R, c'est-à-dire le rayon R. Ici, OM, c'est petit R. Alors, on va choisir une surface de Gauss qui doit passer par le point M. Donc, pour que le calcul soit simple, on doit choisir une surface où le champ électrique E avec ds seront parallèles. Donc, la surface qui vérifie ça, c'est la surface sphérique. À travers laquelle le champ électrique E reste constant, puisque ici R reste constant, le rayon R. Donc, je remplace E par son expression, c'est ER fois UR. Scalaire ds. Voilà ds. ds, c'est la norme fois un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface ds. C'est UR. UR est un vecteur perpendiculaire à la surface ds. Donc, par définition, ds, c'est la norme ds fois le vecteur qui est perpendiculaire à cette surface de Gauss. Donc, je remplace ds par son expression, c'est ds scalaire UR égale. Alors ici, on doit prendre en considération les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface de Gauss, en rouge. Donc, la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface, c'est Q1 qui se trouve sur S1. Donc, Q intérieur, c'est Q1 sur epsilon 0. Et on sait que le champ électrique E ne dépend que de R. Alors ici, à travers cette surface, le champ électrique E est constant. D'accord? Puisque ici R ne change pas. Donc le champ électrique E ne change pas. Donc je peux le faire sortir de cette intégrale. Donc c'est ER, l'intégrale. UR, scalaire UR, c'est 1. Donc il reste ds égale Q1 sur epsilon 0 à travers la surface de Gauss. Donc ER fois l'intégrale de ds, l'intégrale de cette surface élémentaire, c'est la surface de Gauss. Et la surface d'une sphère, c'est 4πr au carré. Égale Q1 sur epsilon 0. Donc ER égale Q1 sur 4π epsilon 0 R au carré. Alors, on a calculé le champ électrique E lorsque R est compris entre R1 et R2. Dans cette région, on a calculé le champ électrique E. Et on sait que E égale moins grade de V. E, c'est ER fois UR, moins grade V, c'est moins la dérivée de V par rapport à R, UR, puisque le système possède une symétrie sphérique. Donc, par identification, ER
égale moins la dérivée de V par rapport à R. Ici, E ne dépend que de la variable R, ne dépend pas de θ et phi, c'est-à-dire les autres variables cirées. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici une dérivée droite. Donc del V, c'est moins E, R, del R. Et je remplace E par son expression. C'est Q1 sur 4pi epsilon 0R au carré del R. Alors ici, j'intègre de V1 jusqu'à V2. Voilà, la sphère S1 est portée au potentiel V1 et V2, c'est le potentiel mesuré sur le deuxième conducteur. Donc j'intègre dV de V1 jusqu'à V2. Et le rayon R sera évalué entre R1 et R2. D'accord? R1 jusqu'à R2. J'ai intégré de là à. D'accord? L'intégrale de dV, c'est V2 moins V1. Égale Q1 moins Q1. Q1 est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, sur 4pi epsilon 0. Et l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. De R1 jusqu'à R2. Donc, V2 moins V1 égale V2 moins V1 égale Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Alors, on a trouvé une relation qui fait le lien entre V1 et V2. Donc, je dois trouver une autre équation qui fait le lien entre V1 et V2 pour pouvoir calculer V2 et V1 indépendants. Alors, je travaille ici, c'est-à-dire à l'extérieur de notre système. Donc, je prends R supérieur à R, et je calcule le champ électrique ici. Donc, on va procéder de la même manière. On va utiliser le théorème de Gauss. E del S égale la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface du Gauss sur epsilon 0. Le champ électrique E est toujours radial, donc je remplace E par ER fois UR, scalaire del S. Voilà la surface del S. Del S, c'est del S UR. Puisque le vecteur unitaire normal à cette surface, c'est UR. Donc je remplace ds par son expression ds UR égale. Alors, voilà la surface de Gauss. Et voilà le rayon petit r. R est supérieur à R3. Donc voilà petit r. Le point M, c'est le point où on calcule le champ électrique E. Alors, quelles sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface de Gauss? Donc, c'est la charge Q1 plus moins Q1 plus Q1. C'est-à-dire la somme des charges qui se trouvent sur la surface S1, S2 et S3. La surface S1 porte la charge Q1, la surface S2 porte la charge moins Q1, et la surface S3 porte la charge Q1 sur epsilon 0. Toujours E, à travers la surface ds, le champ électrique E, à travers cette surface, est toujours constant, puisque E ne dépend que de R. Et à travers cette surface,
le rayon R reste constant. Donc le champ électrique E reste constant. Alors je peux le faire sur C. Donc c'est ER, l'intégrale de ds. ER c'est 1. Égale Q1 moins Q1 c'est 0. Il reste Q1 sur epsilon 0. Donc ER égale Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré. ds, l'intégrale de ds à travers sigma, c'est la surface en rouge, c'est-à-dire la surface de Gauss. Voilà la surface de Gauss. A pour rayon petit r. Donc la surface de sigma, c'est 4pi r au carré. Alors de même, on sait que dv égale moins e dr. D'accord? Ici, R supérieur à R3, cela veut dire que R appartenant à l'intervalle R3 jusqu'à l'infini. Alors, je remplace E par son expression, c'est moins Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré dr. Et j'intègre cette équation de R3 vers l'infini, puisque je travaille dans cette région. Lorsque R est supérieur à R3, cela veut dire que R appartenant à l'intervalle R3 plus l'infini. Donc, le potentiel R3 c'est V2. Voilà le potentiel V2. D'accord? Ou V3, c'est la même chose, puisque ici le potentiel V2, voilà V2, c'est-à-dire lorsque R égale R2 égale V lorsque R égale R3. Comme j'avais déjà expliqué, le potentiel à travers un conducteur reste constant. Donc le potentiel ici est bien égal au potentiel ici. D'accord? Donc, dV sera évalué entre V2 et l'infini. Et le potentiel à l'infini, c'est 0. Et dr, plutôt la variable R, sera évaluée entre R3 et plus l'infini. Donc c'est 0 moins V2. 0 moins V2 égale Q1 sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Moins avec le moins, ça fait plus. Donc c'est 1 sur R de R3 jusqu'à l'infini. Donc moins V2 égale Q1 sur 4pi epsilon 0. 1 sur l'infini c'est 0. Moins 1 sur R, 3. Voilà le potentiel V2. Donc le potentiel V2, c'est Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R, R3. Donc V1 égale V2 moins Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Et je remplace V2 par son expression. Donc V2 c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R3 moins Q1 sur 4pi epsilon 0 1 sur R2 plus Q1 sur 4pi epsilon 0 R1. Et je factorise par Q1 sur 4pi epsilon 0. Facteur 1 sur R3 moins 1 sur R2 plus 1 sur R1. Voilà le potentiel
V1. Et voilà le potentiel V2. Et je passe à la question C. Plutôt, la deuxième question 2. On relie la sphère A2 au sol. Donc ici, la sphère A2 sera portée au potentiel V égale 0. Elle est reliée au sol. Donc le potentiel V2 sera nul. On relie la sphère A2 au sol. Quelle est la nouvelle répartition des charges sur les sphères A1 et A2? Et quel est le potentiel V1 de A1? On doit calculer le potentiel V1 de conducteur A1. Alors ici, toujours S1 et S2 sont en influence totale. Donc la charge Q de S1 égale Q1. Et la charge de S2, c'est moins Q1. Donc, S3, dans ce cas-là, n'est pas égal Q1, puisque la sphère, le conducteur A2 est porté au potentiel V2. Il n'est pas isolé le deuxième conducteur pour que la charge soit nulle. D'accord? Donc, je prends la charge de S3 égale QP. D'accord? Donc, il reste à chercher QP. Donc, comme je viens de dire, Q'1 est différent de moins Q1, puisque dans ce cas-là, le deuxième conducteur n'est pas isolé. Il est porté au potentiel V2 égale 0. Donc Q1 moins Q1 plus Q' n'est pas nul. Alors, comment calculer Q'? Alors, je dois calculer le champ électrique E dans cette région et puis le potentiel V dans cette région pour pouvoir déterminer le potentiel V ici, pour en déduire vers la fin Q' de la surface S3. Donc, reprenons le même calcul que tout à l'heure. Donc, E ds égale Q intérieur sur epsilon 0. E c'est ER fois UR. Scalaire ds. ds, le vecteur ds c'est ds UR égale la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface de Gauss. Je travaille dans cette région lorsque R est supérieur à R3. Ici, dans cette région. Alors, la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est Q1 moins Q1 plus Q'. Q1 de la surface S1 plus moins Q1 de la surface S2 plus Q' qu'on cherche de la surface S3 sur epsilon 0. Donc c'est ER fois 4pi R au carré égale Q' sur epsilon 0. Et le champ électrique E égale Q' sur 4pi epsilon 0 R au carré. dV égale moins E dR. Donc je remplace E par son expression, c'est moins Q' sur 4pi epsilon 0 R au carré dr. Et j'intègre cette équation. Donc ici, on travaille dans cette région lorsque petit r est supérieur à R3, c'est-à-dire R
appartient à l'intervalle R3 plus l'infini. Donc j'intègre de R3 vers l'infini. Et le potentiel, lorsque R égale R3, ici, c'est 0, puisque le conducteur A2 est relié au sol. C'est-à-dire V3 égale 0 et V2 égale 0. J'ai dit tout à l'heure que le potentiel ici dans le conducteur reste constant, c'est-à-dire V3 égale V2. Alors, lorsque petit r égale R3, le potentiel est 0. Et lorsque R tend vers l'infini, le potentiel est nul. Le potentiel est toujours nul à l'infini. Donc, c'est 0 moins 0 égale moins Q' sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. De R3 jusqu'à l'infini. Donc 0 égale moins fois moins, c'est 0. C'est plus. Donc c'est Q' sur 4pi epsilon 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Moins 1 sur R3 égale moins Q' sur 4pi epsilon 0 R3. Alors, à partir de cette équation, on peut en déduire que Q' égale 0. Voilà la charge que porte S3. Donc Q' égale 0. Alors, il reste à déterminer V1, le potentiel du premier conducteur. Et vous allez trouver l'énoncé de cet exercice, la description de cette vidéo. Alors, pour calculer le potentiel V1, on doit d'abord calculer le champ électrique E dans cette région, lorsque R est compris entre R1 et R2. On fait la même chose que tout à l'heure. On va utiliser le théorème de Gauss. E ds égale la charge qui se trouve à l'intérieur de cette surface de Gauss. C'est Q1 sur epsilon 0, puisque je travaille ici. Voilà, ici je calcule le champ électrique E. Lorsque R est compris entre R1 et R2. Voilà le point R et voilà la surface de Gauss. Elle doit passer par le point M. Donc E, c'est ER fois UR. Scalaire, ds, le vecteur ds, c'est la norme fois UR. Égale Q1 sur epsilon 0. Donc ER, le champ électrique E à travers la surface de Gauss est constant. Donc je peux le faire sur ciel. UR scalaire UR c'est 1 et l'intégrale de ds c'est 4pi E au carré égale Q1 sur epsilon 0. Donc le champ électrique E égale Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et on sait que dV égale E dR. Et j'intègre de R1 jusqu'à R2. Donc, dV sera évalué entre le potentiel lorsque R égale R1, c'est V1. V1, c'est le potentiel de A1. Et R2, voilà, R2. Le potentiel de ce conducteur, c'est V2. V2 égale 0. D'accord? Puisque le deuxième conducteur est relié au sol. Donc V2 c'est 0, moins V1 égale moins. Je remplace par son expression c'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré dr entre R1 et R2. Donc, je fais sortir Q1 sur 4pi epsilon 0
L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Moins fois moins, c'est plus entre R1 et R2 égale Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2 moins 1 sur R1. Alors, le potentiel V1 égale Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Voilà le potentiel V1 du premier conducteur. Et je passe à la dernière question. On reprend les deux sphères concentriques A1 et A2. On porte A1 au potentiel V1 et A2 au potentiel V2. Calculer la capacité du condensateur ainsi constitué. Le conducteur A1 est porté au potentiel V1 et le conducteur A2 est porté au potentiel V2. Donc on fait la même chose. D'abord, on calcule le champ électrique E dans cette région lorsque R est compris entre R1 et R2. Alors, E ds, c'est E fois 4pi R au carré égale Q1 sur epsilon 0. Et le champ électrique E est toujours égal Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et on sait que dV égale moins E d moins dr. Et j'intègre cette équation de R1 jusqu'à R2. Le potentiel lorsque R égale R1, c'est V1. Et le potentiel lorsque R égale R2, c'est V2. V2 moins V1 égale moins, et je remplace E par son expression. C'est Q1 sur 4pi epsilon 0 R au carré dr de R1 jusqu'à R2. Donc V2 moins V1 égale moins Q1 sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Entre R1 et R2. Donc ça va faire Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2 moins 1 sur R1. V2 est supérieur, V1 est supérieur à V2. V1 est supérieur à V2. Donc ici, je dois interchanger ces deux termes. Donc V1 moins V2 égale Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R1 moins 1 sur R2. V1 moins V2, c'est positif. Alors, comment calculer la capacité? La capacité, par définition, d'un condensateur, c'est C fois V1 moins V2 égale Q. Et il faut que V1 moins V2 soit positif. Donc, la capacité, c'est Q1 sur V1 moins V2. Alors ici, V1 moins V2 égale Q1 sur 4pi epsilon 0, R2 moins R1 sur R1 fois R2. Alors, C égale Q1 sur V1 moins V2 égale Q1 sur V1 moins V2, c'est 4pi epsilon 0, R1 R2 sur R2 moins R1. Voilà la capacité du condensateur. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.